c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore cette semaine autour de l'émission Free Speech qui s'intéresse chaque fois à l'actualité nationale et internationale. Parlant justement de l'actualité internationale pour ce numéro, nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, à une actualité qui défraie les chroniques et suscite des débats depuis quelques jours. Le conflit entre le Hamas et les Israéliens. Des milliers de morts de chaque côté, c'est le triste bilan qui nous laisse dans l'émoi et nous pousse à se pencher sur la question. Quelle est donc l'origine de ce conflit? Quelles sont réellement les causes? Pourquoi un tel conflit sans fin qui dure des décennies? Et quelle est la place de ce conflit dans le sphère géopolitique du monde? Autant de questions que notre invité, l'un des rares d'ailleurs spécialistes en la matière, tentera de nous répondre. Il s'agit bel et bien de notre invité, Morgane Metondi Assogba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes directeur conseil Morgane Training et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale, IFRPC Bénin. Ici, vous êtes dans la peau de consultant géopolitique. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, ça tourne en boucle dans les médias, des images venant, n'est-ce pas, de l'Israël et de la Palestine. Alors, la question que je veux vous poser directement, c'est quoi? Ce conflit, est-ce un conflit entre le Hamas et l'Israël ou un conflit entre la Palestine et l'Israël? La pertinence de votre question n'est plus à démontrer, surtout lorsqu'on veut s'attacher à l'étymologie des expressions que vous utilisez. Se référer au Hamas, pour certains, est perçu comme automatiquement se référer à la Palestine. Alors qu'en Palestine, vous avez une autorité qui est censée diriger la Palestine, et vous avez le Hamas, qui est une autre organisation qui existe et qui s'est donné comme mandat ou objectif principal de défendre les intérêts des Palestiniens. Et donc ce n'est pas l'autorité légale de fonctionnement reconnue forcément par la Palestine qui a des autorités, mais c'est une organisation bien financée, bien structurée, qui, depuis son existence, et quand vous regardez sa documentation, s'est donné pour objectif de défendre les intérêts des Palestiniens. Alors, dans le cas d'espèce, si on doit se référer aux récentes situations qui se sont posées, c'est une attaque orchestrée et menée par le Hamas sur le sol israélien qui a occasionné cette guerre. Et donc, si on se réfère à ce développement récent comme étant le conflit entre le Hamas et Israël, on a raison. Tout à fait. On a raison, mais tout à l'heure, vous avez dit que le Hamas s'est donné pour mission de défendre les Palestiniens. Est-ce que c'est une mission mandatée par l'autorité palestinienne? Ce qui est très intéressant que vous posez comme question. Pourquoi? Parce que en aucun cas, l'autorité palestinienne, de façon officielle, pour ce que nous observons, n'a jamais mandaté le Hamas pour représenter la Palestine à une quelconque rencontre officielle. Cela voudrait dire que le Hamas constitue également un danger pour les Palestiniens sur leur propre sol, c'est ça? C'est difficile à dire en observant de loin ce qui se passe. Mais quand vous regardez la chose de plus près et quand vous regardez la vision et l'objectif aussi bien fixé par les autorités de la Palestine que par le Hamas, il y a une chose qui est commune, c'est la défense des intérêts des Palestiniens. Mais la méthodologie utilisée par chacune de ces entre griffes autorités, parce que le Hamas n'est pas une autorité, c'est une organisation. Entre ces deux institutions est totalement différente. Et quand vous regardez aujourd'hui la retaliation d'Israël par rapport à cette attaque
du Hamas, qui est considéré comme un groupe terroriste par la plupart des institutions étatiques. C'est l'appellation, surtout de certains médias occidentaux. Exactement, mais dire qu'il s'agit d'un conflit israélo-palestinien, en tenant compte des récents événements, ne reflète pas la situation et donc vient ici remettre en cause la stratégie de riposte ou de retaliation d'Israël qui fait souffrir beaucoup plus les Palestiniens. Qui devront normalement s'attaquer au groupe de Hamas. Exactement. Et non aux Palestiniens. Parce que lorsque vous prenez même le bilan ces dernières heures, vous constatez que ce sont les Palestiniens qui payent surtout les frais. Tout à l'heure, on a vu il y a quelques jours qu'un hôpital a été bombardé. C'est vrai, jusque-là, on n'a pas encore les preuves de si c'est les Israéliens qui ont bombardé ou si on parle de roquettes également du Hamas. Alors, de tout ça, quelle est aujourd'hui la place du Hamas auprès des autorités palestiniennes? Déjà, il faut dire que pour les autorités palestiniennes, le Hamas n'est pas une entité qui est reconnue et qui est mandatée pour les représenter. Mais il est clair que... Il y a une armée régulière, en quelque sorte, de Palestine. Il y a une armée régulière. Mais il est clair que le Hamas a une influence qui n'est pas contestée en Palestine. Et ceux qui parlent d'un conflit israélo-palestiniens n'ont pas forcément tort. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est observé? Lorsque l'attaque a été menée par le Hamas, on nous a montré des images de Palestiniens qui semblaient se réjouissaient, en quelque sorte, heureux de ce qui venait de se passer, qui trouvaient que l'attaque était une réponse à toutes les atrocités qu'ils ont subies les années antérieures, à chaque fois qu'il y a eu des altercations ou des conflits avec Israël. Quand vous regardez le taux de personnes décédées de part et d'autre, du côté de la Palestine, c'est... paye le lourd tribut, comme on le dit souvent. Le lourd tribut, et c'est d'une façon ou d'une autre l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à voir le bout du tunnel de ce conflit. Alors, la question que les téléspectateurs se posent, c'est quelle est vraiment l'origine de cette guerre qui a tant duré? Moi, je suis né, je donne mon cas, je suis né, je suis venu dans ce monde où j'ai constaté qu'il y a une guerre qui n'a jamais cessé. Et puis, chaque année, c'est toujours des situations à rebondissement. Notre rédaction a réalisé un élément pour montrer les différentes étapes de ce conflit-là entre les deux États, notamment entre l'Israël et le Hamas. C'est une production réalisée par Romaric Odossa. Nous allons suivre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Juifs européens émigrent vers la Palestine sous mandat britannique. À bord du navire Exodus 1947, ils sont interceptés par des navires de la marine britannique et renvoyés en Europe. Cet incident suscite l'indignation internationale et joue un rôle essentiel pour convaincre le Royaume-Uni qu'une solution négociée par des Nations Unies est nécessaire pour résoudre la crise en Palestine. Le Comité spécial des Nations Unies approuve un plan de partage le 29 novembre qui accorde 56,47% de la Palestine à un État juif et 43,53% à un État arabe. La ville de Jérusalem est quant à elle placée sous statut international. Entre 1948 et 1949, les armées de l'Égypte, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie et de l'Irak attaquent Israël le 14 mai, déclenchant la première guerre israélo-arabe. Les armées arabes sont repoussées durant les derniers mois de l'année. C'est en 1946 que la deuxième guerre israélo-arabe a lieu après la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte. Israël, le Royaume-Uni et la France forment une alliance et l'État juif occupe la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. L'armée israélienne, sous la pression des États-Unis et de l'URSS, retira plus tard ses troupes. En 1959, l'organisation palestinienne Fatah est créée dans la clandestinité à Gaza et à Koweït par Yasser Arafat et ses partisans.
Elle va devenir par la suite la principale composante de l'Organisation de libération de la Palestine et coûte la vie à au moins 1000 Palestiniens. C'est aussi durant ce soulèvement que naît le mouvement islamique Hamas qui refuse la moindre légitimité à Israël. Le 13 septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat échangent sur la pelouse de la Maison Blanche une poignée de main historique en présence du président américain Bill Clinton. Cet événement est suivi par plus de 400 millions de téléspectateurs à travers le monde. En mai 2021, des fidèles palestiniens affrontent la police israélienne dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem après des semaines de tensions croissantes. Le Hamas lance un déluge de roquettes sur Israël après avoir exigé que les forces israéliennes se retirent de l'enceinte. Israël répond par des frappes aériennes sur Gaza, déclenchant un conflit de 11 jours et causant la mort de plus de 200 personnes. En 2022, Israël bombarde Gaza de frappes aériennes le 5 août, tuant un militant de haut rang d'un groupe du djihad islamique et déclenchant des tirs de roquettes en représailles depuis l'enclave palestinienne. Au moins 40 Palestiniens sont tués au cours des 3 jours de combat qui suivent. 2023, les forces israéliennes tuent 9 Palestiniens du djihad islamique et des civils lors de raids dans une ville de Cisjordanie occupée le 26 janvier. Les militants palestiniens ripostent en tirant 2 roquettes, ce qui déclenche des représailles de la part d'Israël. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque surprise sans précédent sur plusieurs fronts contre Israël. Des combattants infiltrant la frontière lourdement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime. Les forces israéliennes répondent par des frappes aériennes et des renforts militaires à la frontière de Gaza. Plus de 700 personnes ont été tuées et 2150 blessées côté israélien, selon l'État hébreu. Le Hamas a quant à lui fait état de 560 Palestiniens tués et 2900 blessés à Gaza. Au regard de ce bilan provisoire du lundi 9 octobre 2023, cette guerre s'annonce comme l'une des plus meurtrières depuis 1947. Et voilà, c'est une réalisation signée Romaric Dossa. Alors, monsieur Morgan Assogba, vous avez suivi cet élément avec nous. Et au début de l'élément, le journaliste parlait de l'origine. On dit par exemple les Juifs qui ont quitté l'Europe pour s'attribuer 56% des terres palestiniennes. Je veux comprendre, est-ce que l'origine de ce conflit a commencé à partir de ce partage de terres palestiniennes? Parler de l'origine de ce conflit serait être déjà présent lorsque le conflit a commencé. Et c'est pour vous dire que c'est très difficile aujourd'hui de parler de l'origine de ce conflit. Mais ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Tout à fait. Et je vais m'essayer à l'exercice en déjà attirant l'attention sur le fait que 47, c'est pas très proche de l'origine du conflit. Et il y a ce que le professeur Godonu Dosu-John aime appeler l'antériorité des faits sociaux, qui est très important, la sociogenèse qui est très important dans l'appréhension d'une situation, des causes réelles de la situation. Cela voudra dire qu'il y avait déjà des facteurs, que ce soit internes, externes, qui sont venus s'agripper en quelque sorte autour de l'origine de cette question. Cette question remonte déjà, quand vous parlez, il y a plusieurs dimensions d'appréhension de cette question. Il y a la dimension religieuse. La dimension religieuse vous fait remonter dans le temps et met en exergue aussi bien l'aspect arabe, et ça va dans l'histoire, et l'aspect juif. Alors, quand vous regardez l'aspect arabe et vous pensez à l'Empire ottoman, l'Empire ottoman est un empire qui représente clairement l'origine arabe. Et c'est un empire, à l'époque, le monde fonctionnait dans le mécanisme de la conquête. Vous pouvez conquérir des terres et vous accaparez ces terres. C'est ce qui a été fait par l'Empire ottoman, qui à un moment donné était un très grand empire, qui a conquéri des espaces. Et quand vous vous référez maintenant à l'aspect biblique de la question, qui met en exergue
correctement cette idée, il y a eu l'initiative d'un retour à la terre promise qui a été faite au peuple juif. C'est-à-dire, en français facile, c'est comme les Ottomans, comme vous avez l'habitude de le dire, Oui. ont conquéri des terres qui appartenaient, selon la Bible, aux Israéliens, aux Hébreux. aux Hébreux. C'est-à-dire, on n'a pas des preuves formelles qu'il s'agissait des Israéliens, mais on sait que ceux qui habitaient cette zone, cet espace géographique, parlaient hébreu. Et Étaient donc des Juifs. Étaient donc des Juifs. Mais lorsque l'Empire ottoman s'est installé, vous savez comment ça se passe, une conquête. S'il y a des gens qui restent, vous êtes même appelés à changer de culture et à vous adapter à la nouvelle culture qui s'impose à vous. Et donc, on s'est retrouvé avec des Arabes et qui sont restés pendant des siècles. Alors, l'initiative de cette question d'Israël a commencé un peu plus loin que 47, lorsque vous remontez au monde contemporain, avec l'idée du sionisme, qui est née de tout ce mal qui a été fait aux Juifs. Après, surtout à la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Après la Seconde Guerre mondiale. Les camps de réfugiés et même... les holocaustes, etc. Les holocaustes, voilà. Vous maîtrisez votre histoire correctement. Je n'ai rien d'autre à dire. Et le monde s'est rendu compte que ces Juifs ont trop souffert. Il fallait trouver un mécanisme. Ils se retrouvaient un peu comme des apatrides qui n'avaient pas forcément de patrie. Il fallait trouver un mécanisme pour qu'il soit une sorte de compensation morale. La perspective, elle était morale. L'humanité a trouvé qu'il y a eu un tort moral de grande envergure qui a été causé aux Juifs et il faut trouver une solution. Dans cette approche de solution, avec l'initiative du Royaume-Uni, on a estimé qu'il fallait créer un État juif suivant le mouvement du sionisme. Et petit à petit, il y a eu des déplacements de Juifs qui se sont installés dans cet espace arabe qui... Selon l'histoire biblique, qui disait que c'est la terre promise. Ce n'est même pas selon l'histoire biblique. À l'époque où les Juifs ont commencé par migrer vers cette zone géographique, il y avait des Arabes qui y vivaient. C'était des Arabes qui y vivaient. C'était la Palestine, c'était tout un monde arabe. Et donc, la présence des Juifs, qui n'étaient pas totalement effacés, qui existaient, n'était pas aussi prononcée. Parce que les Juifs se retrouvaient un peu partout en Europe et aussi un peu partout dans le monde. Donc, il y a eu, on a commencé par avoir une augmentation de cette population juive et déjà il y avait des petits conflits. Il y avait des attaques menées par les populations arabes sur ces Juifs-là qui venaient s'installer et qui, petit à petit, dominaient le monde commercial et économique. On disait surtout qu'ils étaient beaucoup plus intelligents dans plusieurs domaines et que ça fait partie des facteurs. On continue de le dire. Bon. Et quand vous regardez quelles sont les raisons qui ont poussé Hitler à parler de la race aérienne, et à avoir une haine plus ou moins viscérale. À vouloir exterminer, voilà le mot. Les Juifs, c'est simplement parce que, à l'époque en Allemagne, les Juifs possédaient pratiquement toute l'économie. Avaient la même mise sur tout. Ils avaient le commerce, ils développaient l'économie, et c'était difficile pour l'Allemand lambda de concevoir que des étrangers viennent sur leur territoire, occupent la manne financière et économique la plus importante. Et eux, ils sont là, en Allemagne, en tant qu'Allemands, ils n'arrivent pas à vivre de façon ne serait-ce que décente. Et donc, c'était une porte ouverte au nationalisme prêché par Hitler, qui a motivé donc les Allemands à suivre, d'une façon ou d'une autre, Hitler dans sa logique d'extermination des Juifs. Et cela, aujourd'hui,
cela a amené à l'époque le Royaume-Uni il y a eu la déclaration de Balfour qui a mis en relief ce qu'il fallait faire pour, d'une façon ou d'une autre, rendre hommage ou dédommager les Juifs, la création d'un État. En termes clairs, pour les d'Israël. téléspectateurs, il y a une terre qui est conquise par les Arabes d'antan, notamment les Ottomans, qui étaient installés paisiblement. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même compenser les Juifs qui étaient persécutés, d'où il va falloir créer un État pour une compensation morale. Et puisque leur terre qui était conquise, en griffe, c'était une terre qui était conquise, qui les appartenait. Le Royaume-Uni, sous l'initiative, a pris la décision de ramener, de prendre un peu de cette terre pour créer un État pour les Israéliens. Je ne sais pas si j'ai fait un petit résumé par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez fait un résumé remarquable, mais il y a des éléments qu'il faut clarifier. Tout à fait. Premier élément, oui. le droit de propriété de la terre. Comment déterminer à qui appartient la terre? C'est difficile. Est-ce celui qui a conquis ou carrément, comment on appelle, celui à qui appartenait cette terre-là? Parce que ça peut remettre en cause certaines puissances qui ont conquis des terres données à des moments donnés. Oui, justement, le point c'est quoi? C'est que parler de la propriété de la terre remet en cause un ensemble de principes. Exemple, le principe d'uti possidetis, qui s'est appliqué aux États en Afrique lorsqu'on a eu les indépendances, où on disait, ben écoutez, vous ne devez pas augmenter d'un seul iota vos frontières de façon à remettre en cause la délimitation qui a été laissée par les colonisateurs. C'est-à-dire, au moment de l'indépendance, on ne touche plus d'un seul iota, ça ne bouge plus. Vous respectez la balkanisation. Exactement. Vous voyez, le principe d'uti possidetis devient un problème. Surtout qu'il faut rappeler que les Arabes ont occupé ces terres, sont restés plus de 4 siècles, techniquement, quand on se réfère à l'histoire. Maintenant, si on doit remonter, donc, le droit de propriété ici, sur cette terre, dépend de jusqu'où vous remontez dans l'histoire et surtout de quel élément d'appréciation vous tenez comme point de départ. Ce qui ouvre le débat et permet à tout un chacun de dire « cela m'appartient » ou pas. Donc, le débat est ouvert. Maintenant, est-ce qu'il faut s'appesantir sur à qui appartient la terre aujourd'hui? Déjà, le conflit a pris cette dimension de violence énorme au moment où l'État même d'Israël a été créé par la communauté internationale, à savoir l'ONU. Dès qu'il y a eu création de cet État d'Israël, les Arabes ont protesté dès l'initiative et les conflits ont commencé. Mais qu'est-ce qui s'est... Et à l'époque, qui était le médiateur? Est-ce l'ONU ou d'autres pays neutres, si je pouvais dire? Parce que lorsque ça commence comme ça, il y a toujours un camp de médiation qui prend l'initiative de commencer par essayer de trouver une solution pour les deux parties. Alors, à l'époque, puisque c'est l'ONU qui a créé l'État, qui devient maintenant le médiateur? Parce que on parle d'échec. Cela voudra dire qu'au départ, il y a forcément un médiateur qui n'a pas pris soin de donner raison ou bien de situer la part de responsabilité des deux parties. La question, c'est même pas le médiateur. Vous savez, ici, il y a une situation très importante qu'il faut faire ressortir. Le Royaume-Uni, qui avait la capacité, qui avait le droit de gérer cet espace au Moyen-Orient, a, sous l'initiative de certains acteurs, donné, en quelque sorte, par le biais des Nations Unies, cet espace-là. Et ce n'est pas l'espace qui est occupé aujourd'hui, c'était bien plus petit que cela. Cet espace-là, tout à Israël. fait, on va ver. Parce qu'on parle par exemple de bande de Gaza, moi je me pose la question, pourquoi on ne dit pas Gaza et on dit bande de Gaza? Je me pose toujours également cette question-là. Alors, on va évoluer, sinon on risque de prendre une heure pour parler uniquement l'origine, autant, puisque c'est vraiment vaste.
Aujourd'hui, si je peux vous poser la question de savoir quelles étaient ou quelles sont toujours les tentations de médiation, selon vous? Oui, il y a des acteurs très clés qui sont quasi importants pour cette situation. Il y a les États-Unis, il y a la communauté arabe, il y a les autres acteurs majeurs de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la Chine, la Russie, le Royaume-Uni. L'Égypte également, qui est un acteur clé. L'Égypte, c'est la communauté arabe. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de la communauté arabe, on voit l'Égypte, on voit tous les autres pays arabes qui se retrouvent dans la région et qui déjà dans le passé, votre élément l'a bien fait ressortir, s'étaient unis pour aller en guerre contre Israël, qui les avait, avec l'assistance et le soutien indéfectible des États-Unis, qui les avait mis en déroute. Et donc, vous voyez, c'est tous ces acteurs-là, mais surtout, aujourd'hui, surtout, ceux qui se retrouvent au Conseil de sécurité, et en l'occurrence, celui qui est en pointe, et qui peut aujourd'hui décider d'une façon ou d'une autre, contribuer à qui va prendre le dessus ou pas, les États-Unis. Les États-Unis. Donc, ces acteurs peuvent servir de soit catalyseur pour conduire le conflit, du moins sur la route d'une solution paisible, ou envenimer la situation. Envenimer la situation, notamment au niveau des États-Unis. On voit clairement Joe Biden qui s'affiche en tant que soutien indéfectible à l'Israël et notamment Benjamin Netanyahou. Moi, la question qui me vient à l'esprit, ou qui vient même à l'esprit des téléspectateurs qui nous suivent actuellement, pourquoi échec sur échec dans la résolution de ce conflit qui a tant duré? Jusque-là, il y a des acteurs clés, mais jusque-là, on n'a pas encore trouvé, jusqu'à l'heure où nous parlons, une guerre qui a duré des décennies, on n'a pas encore trouvé une solution. Pourquoi il y a eu cet échec-là? Alors, face à cette situation problématique de violence, la communauté internationale, par le biais des Nations Unies et bien d'autres acteurs, a pensé à deux approches de solution. Lesquelles? Il y a ce qu'on appelle le One-State Solution et le Two-State Solution. Le One-State Solution signifie qu'il y aura un seul État où on aura Israël, c'est-à-dire des Juifs, et des Palestiniens. Ça a été rejeté. Ça n'a pas, c'est pas possible. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Ne peuvent pas, c'est pas ne peuvent pas vivre ensemble, mais ne peuvent pas être représentés par une même institution, une même entité, et ne peuvent pas s'identifier à une même entité. Le conflit est tellement viscéral que ce serait difficile de dire qu'il y a une entité qui représente à la fois les Juifs et les Palestiniens. Surtout les Arabes, parce que y a la religion qui est un contexte clé dans la détermination. La culture. Et c'est cette approche culturelle qui n'est pas forcément prise en compte dans l'approche de solution de ce conflit. Qu'on a créé le Two-State Solution, qui était l'approche qui a finalement été validée. Two-State Solution, qui est utilisé, mais qui ne résout pas forcément le problème. Two-State Solution signifie qu'on a deux États, Israël, Palestine, qui se côtoient, et on détermine des zones d'accès et d'autorité de chaque partie. Mais le problème qui continue de maintenir ce conflit et qui certainement va amener ce conflit à continuer dans le temps, c'est le dégât humanitaire de ce conflit et c'est l'absence d'une approche humaine à ce conflit. Je m'explique. Le dégât humanitaire, vous avez aujourd'hui des jeunes qui se retrouvent dans le Hamas, et même de côté d'Israël, ce sont des jeunes qui n'étaient pas forcément adultes au moment où ce conflit a éclaté ou a pris une autre tournure en 1947, mais qui aujourd'hui ont la conviction que leur objectif clé doit être d'aller, ils reçoivent, vous avez des jeunes Israéliens qui perçoivent les Palestiniens comme des ennemis, et vous avez des jeunes Palestiniens, Arabes, qui perçoivent
des Israéliens comme des ennemis. Des ennemis. Et dans le processus même, dans l'approche d'éducation, il y a, j'ai suivi un documentaire, il y a dans l'approche d'éducation un mécanisme qui rappelle aux enfants, pendant leur processus d'éducation, que voilà ceux qui ont fait en sorte qu'ils se retrouvent dans de pareilles conditions, qui ont tué leurs parents, qui ont... Vous comprenez? On prépare. L'enfant a devenu en quelque sorte ennemi juré. C'est ça le problème. Et quand vous regardez les derniers événements, comment est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un dont le parent a été kidnappé par le Hamas et dont on a tué les parents, comment vous voulez expliquer à celui-là qu'il faut pas, et qui a vu dans les rues, on a vu des images de Palestiniens qui étaient contents de l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Comment est-ce que vous voulez expliquer à ces jeunes Israéliens qu'il faille trouver un mécanisme pour vivre ensemble avec la Palestine? Donc, l'approche humaine de la question n'est pas privilégiée, parce que si cette approche est privilégiée, et ça va prendre suffisamment de temps, c'est que les acteurs majeurs aujourd'hui qui déclarent leur soutien à l'une ou l'autre des parties devraient comprendre que ce n'est pas un conflit entre la Palestine ou les Arabes et Israël, mais que c'est un problème humain. C'est des civils qui sont tués, c'est des êtres humains qui sont déchiquetés, et que si on veut regarder ce conflit en prenant une position, on ne mettra jamais fin à ce conflit, mais qu'il faut qu'on aille en guerre contre la désacralisation de l'être humain, contre le massacre de l'être humain, et qu'il y a donc nécessité de revoir le mécanisme éducationnel de part et d'autre. Là, vous donnez en même temps déjà les solutions, les approches de solutions. Je suis entièrement d'accord, nous allons revenir sur ces approches de solutions-là. Et l'autre question, c'est le soutien sans faille que nous constatons des États-Unis, de la France, de certaines puissances à l'égard d'Israël. C'est vrai, entre-temps, c'est comme s'il y a une politique de deux poids, deux mesures. Quand j'écoute certains analystes ou quand même des observateurs, c'est à croire que ces puissances-là, ceux en griffe qu'on appelle la communauté internationale, apportent plus son soutien à l'Israël. Comment se fait-il que deux États sont en conflit, mais il y a certaines puissances qui disent clairement que nous apportons notre soutien à tel État, malgré les massacres? C'est la géopolitique et c'est la réalité des relations internationales. Vous savez, on a une cohabitation entre le droit international, ce que tout le monde souhaite, que la scène internationale soit la mise en exergue des valeurs humanitaires, la protection de l'être humain, le respect des droits de l'homme, la courtoisie dans l'interaction entre les États, la recherche de l'intérêt général. C'est ce qui est dessiné par le droit international. Et à côté du droit international, vous avez les relations internationales qui parlent... Et les intérêts qui guident chaque État. Qui parlent des rapports de force et des intérêts. Quand vous tournez, c'est-à-dire quand vous prenez les relations internationales, le point ou le socle des relations internationales, ce sont les intérêts et les rapports de force. Mais quand vous prenez le droit international, ce sont les valeurs humaines, la décence dans l'interaction. Aujourd'hui, il y a tous ces acteurs, la communauté internationale, c'est qui? Le concept de communauté internationale est un concept à géométrie variable. Quand vous voulez l'expliquer, ça prend en compte juste quelques États, en quelque sorte. Si on veut se référer à ce qui nous est dessiné, ça peut prendre en compte quelques États. Mais si on veut aller loin, lorsque deux États s'expriment, on peut faire allusion à la communauté internationale. Mais dans le sens qu'on nous a présenté aujourd'hui, quand on parle de communauté internationale, on voit tout de suite les organisations internationales et par excellence, on voit les Nations Unies. Et pour ce qui est de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, on voit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quand vous parlez du Conseil de sécurité des Nations Unies, il s'agit des 5 membres permanents. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui dirigent. Encore que là, il y a également de divisions. C'est comme il y a deux pôles. Exactement. Vous avez la Russie qui se préserve de prendre un camp forcément, mais qui, quand même,
montre du doigt le fait que ce qui est autorisé pour la retaliation d'Israël, ce qui est accepté par la dite communauté internationale et particulièrement les États-Unis ne devrait pas être, parce que cela est totalement en violation avec les principes du droit international, ce qui est reproché à la Russie pour ce qui est le cas de l'Ukraine. Du cas de l'Ukraine. Et donc, cette notion de deux poids, deux mesures, en réalité, n'est pas nouvelle et peut s'expliquer simplement par le point majeur de ce à quoi on assiste, qui est les relations internationales, les rapports de force et les intérêts. Les États-Unis, depuis des années, ne peuvent en aucun cas s'aligner contre une position d'Israël. Et quand vous essayez de creuser... Pourquoi? Effectivement. Toute la question est là. Moi, je veux une explication aussi banale. Comment se fait-il que... Pourquoi les États-Unis apportent-ils aujourd'hui leur soutien à l'Israël? On constate, en dehors de ce conflit, ce à quoi nous sommes en train de nous prononcer actuellement, entre-temps, il y a la recolonisation de certaines terres de Palestine. Malgré la résolution qui cédait une terre à l'Israël, on constate que de plus en plus, l'Israël pousse un peu, arrache un peu, pousse un peu, arrache un peu, mais sous les yeux des États-Unis. Et pourtant, les États-Unis, qui semblent être en quelque sorte le gendarme du monde, n'arrivent pas à se prononcer, n'arrivent pas à condamner de tels actes. Comment se fait-il que ce soutien vient d'où réellement? Déjà, quand vous prenez le soutien, vous prenez les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les lobbies. La communauté juive aux États-Unis est très forte. N'est pas des moindres. Elle est très forte et contribue au processus de prise de décision aux États-Unis. Tout à fait. L'économie américaine, pour une grande partie de cette économie-là, et de façon stratégique, surtout ce qui a trait... La même combinaison que celle de 1945 avec la reine d'Hitler, exactement. Où ils ont la même mise en quelque sorte sur l'Allemagne. Très important dans le dispositif politique et sécuritaire et financier aux États-Unis. Économique, financier, politique et sécuritaire. Donc, ils sont tellement importants et influents que la relation entre les États-Unis et Israël est une relation vraiment difficile à comprendre et difficile à réduire à néant. Il sera difficile qu'il y ait rupture entre les relations entre les États-Unis et Israël. On a eu une tentative à l'époque du président Obama, mais on a vu le comportement des Américains eux-mêmes par rapport à cette politique du président Obama. Quand le président Trump est revenu, il l'a affiché de façon très claire. Il a renforcé ce lien. Exactement. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce qui ne devrait pas être fait. Donc c'est pour vous dire, quel que soit le camp aux États-Unis qui est en position de leadership, ce camp va toujours défendre les intérêts d'Israël. C'est une politique étrangère des États-Unis ancrée dans leurs valeurs et qu'aucun chef d'État américain ne peut essayer d'échanger sans payer des frais. Encore que dans la mentalité des Américains, surtout avec l'histoire du 11 septembre, qui est amputée à Ousmane Ben Laden, qui est de religion musulmane, tout cela a fait qu'on considère aujourd'hui les musulmans entre griffes comme des ennemis. Et par conséquent, l'ennemi de mon ami, en quelque sorte, est mon ennemi, si je dois m'exprimer ainsi. Oui, alors, c'est une perspective, mais il faut faire aussi un peu la nuance entre les musulmans et les arabes. Oui, je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Nous allons revenir. Alors, Morgan Metondi Assogba, consultant en géopolitique, nous allons juste marquer une courte pause et nous allons revenir encore pour continuer avec cette actualité, cette grosse actualité. Pour vos anniversaires, mariages, communions, dot, vacances, hébergements, séminaires, événements de tout genre, Sylva Biche, le cadre idéal.
Dressé sur un domaine de 1 hectare, Silva Beach dispose de 5 bâtiments très bien équipés avec des chambres confortables, à la fois ventilées et climatisées, d'un court de tennis pour une détente parfaite entre amis et en famille, d'une cuisine communautaire accessible à tous les clients, de vastes aires de fête, de 2 parkings suffisamment grands pour contenir vos engins et véhicules. À Silva Beach, vous avez également une vue directe sur la plage depuis votre chambre. La porte de l'arrière-cour vous donne un accès facile sur la mer. Plusieurs d'autres surprises vous y attendent. La place de fête et d'hébergement Coursejour Silva Beach vous donne le sentiment d'être chez vous avec toutes les commodités qui s'y prêtent. Silva Beach est situé à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, à environ 10 km de Ilakondi, frontière Bénin-Togo, et à 110 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Pour tout renseignement et réservation, contact, appel et WhatsApp, plus 229 46 00 13 28. Email silvabeach54@gmail.com. Et voilà, nous revenons sur ce plateau. Morgane Metondi Assogba, nous parlons tantôt du conflit entre le Hamas et l'Israël, puisque vous avez éclairé tout à l'heure l'antenne sur l'appellation de ce conflit-là entre le Hamas et l'Israël. Alors, nous avons juste 15 minutes pour finir ce débat. 15 minutes, c'est peu pour évoquer les autres aspects de ce conflit entre le Hamas et l'Israël. Je vous pose la question comme ça, de savoir, l'Israël qui est quand même un État très compétent en matière de sécurité, c'est quand même l'un des États aujourd'hui qui a beaucoup plus renforcé sa sécurité, la ligne sécuritaire. Comment le Hamas a-t-il trouvé ce moyen de pouvoir attaquer aussitôt jusqu'à amasser, je dis comme ça, plus de 100 otages? Qu'est-ce qui s'est passé? Où se trouve la faille selon vous? C'est une question délicate. Déjà, permettez-moi de dire qu'on dise le conflit Hamas, le dernier développement de ce conflit peut être catégorisé ou appelé Hamas-Israël. Mais on peut se référer au même conflit dans le temps, au conflit Israël-palestinien ou au conflit Israël-arabe. Vous voyez. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut parler de faille? Oui. Il est vrai que les autorités israéliennes en charge du renseignement, de la sécurité, sont sorties de façon officielle et ont dit qu'il y a eu une erreur. Il y a eu des erreurs et que cette erreur-là a été une erreur d'évaluation et que c'est l'erreur de tous ceux qui sont C'est toute une chaîne qui n'a pas mesuré l'importance, la capacité de nuisance du Hamas. Mais moi, je dis, l'erreur, c'est juste une question de responsabilité. Vous savez, de l'autre côté, les personnes élues ou nommées à des postes ont cette notion de responsabilité où, lorsque ça n'a pas fonctionné, tout de suite, ils acceptent qu'ils ont failli à leur responsabilité. Et démissionnent parfois. Et démissionnent parfois. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu une erreur. Au lieu de parler de faille du côté d'Israël, pourquoi ne pas parler de perspicacité avec le temps du côté du Hamas et des moyens qui ont été mis en œuvre. Qui, au fil du temps, se renforcent. Qui s'est aussi renforcé parce que Israël, et c'est ça qui est intéressant, le représentant d'Israël aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, a dit ceci est notre 11 septembre. Alors, cette déclaration montre qu'il ne s'agit pas d'une défaillance du dispositif sécuritaire de renseignement. D'un renforcement de l'ennemi. Juste de cette capacité que l'ennemi a su développer pour mettre en branle et en déroute un système de renseignement très efficace jusque-là. Parce que le 11 septembre aux États-Unis, c'est quoi? C'est des attentats de grande envergure qui ont mis à genoux non seulement le dispositif sécuritaire des États-Unis, mais aussi l'économie des États-Unis. Pour la première fois depuis des années, les États-Unis se retrouvaient
à genoux, mais par qui encore? Par un groupe terroriste, pas forcément un État. Et aujourd'hui, nous avons aussi affaire à un groupe appelé un groupe terroriste. Le Hamas est considéré comme un groupe terroriste. Maintenant, est-ce que cela justifierait le degré de retaliation? C'est un débat vraiment difficile à mener. Et justement, pour ne pas commettre cette erreur-là, j'ai suivi l'entretien entre Joe Biden lors de sa dernière visite, où il disait de ne pas commettre les mêmes erreurs que les États-Unis ont commises au lendemain du 11 septembre. Alors, justement, la question, c'est de savoir, avec les différentes déclarations des autorités israéliennes qui, comme solution immédiate, ne serait qu'une solution de violence, une solution militaire, aller marcher sur bande de Gaza pour déloger surtout les otages, pour sauver les otages. Selon vous, est-ce que cette solution est envisageable, surtout avec la ténacité du Hamas aujourd'hui? Envisageable, ce n'est plus à démontrer. Si Israël envisage de remédier à la situation en utilisant cette solution, c'est envisageable. Est-ce que cette solution va être productive? Oui. C'est la grosse question. Et là, c'est difficile à apprécier parce que tout de suite, quand vous utilisez ce mécanisme, une chose est claire. Quand vous écoutez le Hamas a dit si Israël souhaite avoir un retour des otages, qu'Israël n'ose pas lancer une attaque sur la bande de Gaza. Une attaque terrestre surtout, parce qu'il y a des attaques. Des attaques, une attaque terrestre sur la bande de Gaza, qu'Israël cesse les bombardements sur la bande de Gaza, mais donc les dégâts humains sont quasi inévitables si Israël se lance dans cette réponse. Le caractère productif est remis en cause. Tout de suite, on aura plus de morts, on aura plus de dégâts. Est-ce qu'on va trouver à la fin une solution? Il a été montré par le concert des experts que la solution vers la paix qu'Israël a trouvée, et la communauté internationale a nourri, particulièrement les États-Unis, c'était de maintenir la Palestine dans cette peur de pouvoir affronter Israël, puisque la supériorité stratégique, militaire d'Israël n'est plus à démontrer. On parle de 300 000 hommes et de l'autre côté 30 000 seulement. Oui. Cela voudra dire 10 militaires israéliens contre un seul Palestinien, en tout cas du Hamas. Et ce n'est pas tout. Quand vous parlez des chiffres par rapport à la capacité, c'est encore, on peut dire, bon, oui, il y a des chiffres, on peut quand même voir ce qui va se passer. Il faut également parler des soutiens, surtout les marines américaines qui aujourd'hui se cotent pour pouvoir faire diversion avec l'État palestinien. Très important lorsque vous parlez des soutiens. Mais de l'autre côté, on peut aussi dire qu'il y a un soutien, l'Iran qui est là. Il faut juste regarder le passé, le nombre de dégâts qu'Israël a pu causer à la Palestine et le nombre de dégâts que la Palestine a pu causer à Israël en termes d'humains. Vous comprendrez tout de suite que quand vous regardez les statistiques, vous comprendrez tout de suite les cas énormes. Et donc cela montre que de façon jurisprudence, Israël a une capacité de nuisance supérieure à celle de la Palestine et particulièrement du Hamas. Et justement parlant, aujourd'hui, il y a également une crainte. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore un deuxième front, notamment, vous avez parlé tout à l'heure de l'Iran qui est un soutien indéfectible, non seulement pour la Palestine, mais surtout pour le Hamas. Je veux parler de Hezbollah. Aujourd'hui, lorsque vous prenez cette crainte-là, est-ce que cette crainte-là peut obliger Israël à remettre en cause la solution qu'il est en train de mettre en place et chercher peut-être une autre solution pacifique pour, n'est-ce pas, éviter à ce qu'il y ait d'autres fronts? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a l'Iran, le Hezbollah et d'autres organisations, je vais dire, en griffe de violence, qui aujourd'hui sont aux aguets et attendent que l'Israël attaque pour riposter également. En se basant sur la jurisprudence, il sera difficile d'arrêter Israël
Dans ce cas d'espèce. Dans ce cas d'espèce. Toutes les déclarations qui ont été faites, le soutien indéfectible des États-Unis et tout ce qui va avec. N'est-ce pas les sauts d'humeur des premières heures et que avec les otages qui sont pris, il va falloir peut-être faire marche à reculons et trouver une solution pacifique. C'est au fait la jurisprudence ici qui est en train de parler. Mais vous êtes en train de mettre en exergue la conscience et la morale qui, lorsque vous regardez la tournure que prend ce conflit ou cette guerre, a déserté les forums. C'est inquiétant, en fait, ce qui se passe. Mais le rapport de force, les intérêts et le besoin qu'éprouve Israël de répondre... Un besoin de vengeance surtout. Exactement, de façon irréfutable, est tellement présent qu'on a du mal à voir un changement. C'est comme un chien vraiment enragé. Le mécanisme, c'est une image qui est assez compréhensible et qui parle lorsque vous la mettez en exergue. Alors, lorsque vous parlez d'un pays israélien qui aujourd'hui aura du mal à faire marche à reculons, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette guerre soit vraiment une guerre énorme les jours à venir? Parce qu'il y a d'autres forces en présence qui pouvaient intervenir. Oui, et c'est justement la grosse crainte. Et cette crainte aura toute sa raison lorsque les acteurs externes, à savoir les États-Unis... les médiateurs surtout. L'Égypte qui joue un grand rôle. L'Égypte ne peut pas faire forcément grande chose. Vous savez, jusque-là, l'Égypte essaye de faire ce qu'il peut faire. L'Égypte ne veut pas qu'il y ait suffisamment de réfugiés en Égypte, parce que l'Égypte a déjà ses problèmes. L'Égypte ne souhaite pas avoir des réfugiés palestiniens en Égypte. L'Égypte essaie de trouver un mécanisme pour qu'on n'en arrive pas là. Mais quand vous regardez... Surtout l'Égypte qui a déjà signé un accord de paix avec l'Israël. Avec Israël, qui reconnaît. Les deux États ne veulent pas, comment on appelle, arriver à une guerre ou bien à un conflit. Et ça fait que l'Égypte aujourd'hui est un peu dubitatif. L'Égypte est un peu dubitatif. Pas seulement à cause de ce que vous venez de dire, mais surtout à cause des intérêts de l'Égypte. Parce que vous devez comprendre une chose. Le monde fonctionnait de façon à ce que lorsque vous reconnaissez Israël, vous ne devez pas reconnaître la Palestine. Et lorsque vous reconnaissez la Palestine, vous ne reconnaissez pas Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, avec l'aide des États-Unis, un mécanisme qui a amené certains États arabes à finalement reconnaître Israël. Il y a eu des négociations sur plusieurs aspects que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Maintenant, aujourd'hui, la culture risque de prendre le dessus sur cet ensemble de négociations. Et c'est cela qui menace cette zone du Moyen-Orient. Est-ce qu'on va retourner, parce que vous allez... À la casse du départ, en quelque sorte. Il y a eu une déclaration des pays arabes. Les pays arabes ont fait une déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies et ont montré clairement qu'ils étaient foncièrement contre ce qui se passait en Palestine. Et les décisions sont en train de changer depuis ce bombardement. Si d'aventure on venait à confirmer que ce bombardement d'un hôpital qui a causé, selon certaines statistiques, entre 300, 500, on va jusqu'à 500 parfois de dégâts. Il y a de fortes chances que vous voyez les pays arabes s'identifier au peuple qui est sous main. Parce que c'est pas normal, techniquement. On parle clairement de crimes contre l'humanité, surtout quand on parle d'un hôpital. Morgane, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien-là. Vraiment, nous sommes restés sur notre soif parce qu'il y a tellement de questions qu'on se pose d'autres questions également, surtout des questions sur la collaboration avec des pays arabes dans ce conflit-là. Parce qu'il est aujourd'hui difficile d'identifier ces pays arabes-là, de quel soutien. C'est vrai, on parle de Palestine, mais avec des questions géopolitiques, aujourd'hui, il est un peu difficile de savoir quelles sont les forces qu'il faut mettre en présence pour peut-être trouver une paix durable.
certainement, je vais organiser une autre émission encore, on va revenir pour parler. Mais avant de quitter, je vous avais présenté tout à l'heure comme directeur conseil Morgan Trenin. Directeur du cabinet conseil. Directeur du cabinet conseil Morgan Trenin. Oui. Et également collaborateur. Avant, Morgan Trenin, c'est quoi? C'est une entreprise, un cabinet conseil qui fait dans plusieurs domaines, mais de façon fondamentale. Il y a la question de la géopolitique, il y a la question de la géopolitique, il y a la question de la langue anglaise et française. On essaye de coacher tous ceux qui aspirent à mieux s'exprimer en anglais, qui sont francophones, et ceux qui sont anglophones viennent aussi pour apprendre à s'exprimer. Mais la géopolitique, on a des formations très spécifiques par rapport à la capacité d'analyse géopolitique. On a une formation qu'on appelle Géopolitique Academy, mais on a surtout une formation très pratique qu'on appelle Uru Diplomatia, qui a une approche africaine ou panafricaine des relations internationales, qui forme de façon exceptionnelle par rapport à plusieurs aspects, maîtrise de la capacité à représenter un État, maîtrise des relations internationales, des pratiques diplomatiques et surtout des rapports de force dans le concert des nations. Et on procède par simulation, simulation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup, c'est énorme. Vous êtes également collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale, c'est bien ça. En effet. Nous allons revenir sur ça. Merci beaucoup, puisque le temps imparti tire raisonnablement vers sa fin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech où nous avons évoqué l'actualité de l'heure, l'actualité internationale. Ça frappe fort entre Israël et Palestine, notamment le Hamas et de l'autre côté Israël qui ne démorde pas. Nous allons certainement suivre l'actualité de près et s'il y a évolution, nous allons encore inviter notre spécialiste, notre consultant en géopolitique pour venir nous parler sincèrement par rapport à tout ce qui se fait de l'autre côté. C'est la fin de ce numéro. Un grand merci aux réalisateurs et à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.